Salut à tous, c'est Goth et je suis un fan Disney. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons comparer deux spectacles nocturnes qui ont eu lieu à Disneyland Paris. Tout d'abord, nous avons en 2012 le spectacle Disney Dreams, qui est resté du coup jusqu'en mars 2017. Et enfin, le spectacle Disney Illumination, qui est actuellement encore en place, qui avait commencé en 2017. Donc tout d'abord, nous allons commencer par le spectacle Disney Dreams. Et donc pour comparer en fait ces deux spectacles, nous allons nous intéresser à comment l'histoire est transcrite avec le château, les jeux de lumière, la technologie, les transitions entre les différentes chansons, les différents Disney, etc. Voilà, nous allons nous intéresser à ça. Et à la fin, je vous donnerai ma conclusion sur ce que je préfère entre les deux. Est-ce que je préfère le premier spectacle, donc Disney Dreams, ou est-ce que je préfère le spectacle Disney Illumination? En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai mon avis. Allez, sur ce, du coup, c'est parti. Alors tout d'abord, parlons de Disney Dreams. Donc de toute façon, je vous passerai quelques petits extraits que j'ai trouvés sur YouTube pour que vous puissiez savoir un petit peu voilà, de quoi il en est question. Alors ce qu'il faut savoir avec le spectacle Disney Dreams, c'est que c'est le premier spectacle qui a été diffusé sur un château dans un parc Disney au monde. C'est le tout premier. Donc c'était pour les 20 ans du parc en 2012 et il est resté durant 5 ans, donc jusqu'aux 25 ans. Alors j'apprécie grandement ce spectacle, tout simplement parce que déjà c'est une première et que c'est un pur show vraiment génial. Vraiment c'est super beau à regarder tous les soirs. Voilà. Et ce que j'apprécie dans ce spectacle, c'est vraiment la diversité des Disney qui sont proposés et également l'originalité. Et on se rend compte aussi que avec ce spectacle, ils ont voulu aussi faire un hommage à la France. De toute façon, vous allez voir les extraits que je vous ai mis. On a par exemple la Belle et la Bête. La Belle et la Bête se passe en France, se déroule en France. On a d'ailleurs à un moment l'image de la Tour Eiffel sur le château. Ensuite, on a Ratatouille, bien évidemment, qui se déroule à Paris. Voilà. Et le bossu de Notre-Dame, pas besoin de vous faire un dessin, ça se passe également à Paris. Donc voilà, ils ont vraiment choisi des Disney ou des Pixar qui reflètent la France. Et pour faire hommage, en fait, vu que c'est le premier parc au monde à le faire, forcément qu'il fallait faire un hommage à la France. Donc ça déjà, c'est un gros point que j'apprécie beaucoup. En plus, c'est original de voir des classiques, on va dire. Je veux dire, on a l'habitude de voir comme La Belle et la Bête, Le Roi Lion, La Petite Sirène, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment des purs classiques. Le Bossu Notre-Dame, c'est quand même un peu moins connu. Pourtant, ils ont réussi à l'intégrer dans le spectacle. Donc ça prouve qu'ils ont vraiment voulu mettre de l'originalité. Ratatouille aussi, bon, pas aussi populaire que des Disney, mais franchement, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir inclus des Pixar ou des Disney qui sont moins connus. Voilà, et j'apprécie grandement. En ce qui concerne la storyline, donc en gros l'histoire, j'aime beaucoup le fait qu'on parle de Peter Pan, parce qu'en fait c'est le début, en fait, si vous voulez, de toute façon les extraits, voilà, vous allez voir. Le tout début en fait se concentre sur Peter Pan. On a une petite animation plutôt sympa avec la fée Clochette au tout début, dans le noir, avec le château complètement assombri, on va dire. Ensuite on a un petit speech entre Peter Pan et Wendy, français-anglais forcément. Voilà. Et ce que j'apprécie aussi, c'est l'histoire avec l'ombre de Peter Pan qui va s'enfuir et va voir, qui va comment dire, découvrir plusieurs univers dans un seul même spectacle. Alors,
il me semble que dans l'ordre du show, il y a donc Peter Pan, du coup, le début. On a La Belle et la Bête, Ratatouille, Aladdin. Ensuite, on a Le Bossu de Notre-Dame. Ensuite, on a Rebelle, il me semble. Il me semble que après c'est Rebelle. On a Rebelle du coup parce que c'est plutôt, ça aussi c'est plutôt pas mal Rebelle parce que au moment où le spectacle était sorti, donc c'est-à-dire en 2012, le film venait de sortir depuis très peu de temps en fait. Donc c'est quand même assez ouf qu'ils aient eu le temps de faire une partie là-dessus en fait, alors que le film venait de sortir. On a Rebelle, on a Réponse. Réponse également qui venait de sortir, il est sorti en 2010, Réponse, et le spectacle date de 2012. Donc voilà, ils ont quand même eu vachement le temps de préparer quand même pas mal de trucs. Réponse, et à la fin on a La Princesse et la Grenouille avec le Docteur Facilier. Et ensuite on a un passage avec plein de méchants et tout, et le final. Voilà, donc franchement ça fait une bonne diversité de dessins animés du coup, de Disney. C'est ce qui est plutôt bien. Ce que je reproche un petit peu à Disney Illumination par exemple, avec moins de diversité on va dire, et moins d'originalité. Je trouve que dans le Disney Dreams, il y a beaucoup plus de chansons en français que de chansons en anglais. Je m'explique. Pour moi, Disneyland Paris, je sais qu'à la base c'est censé être un lieu de tourisme, ouais. Mais ça veut pas dire qu'il faut tout mettre en anglais non plus. Voilà, c'est logique qu'ils mettent des trucs en anglais. Mais je veux dire, faut pas qu'ils mettent tout. Ah, j'ai oublié le Roi Lion, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner le Roi Lion dans ce spectacle-là. En fait, il y a à peu près la première moitié qui est en français, la deuxième moitié qui est en anglais. Par exemple, on a le Roi Lion qui est en anglais, la Réponse qui est en anglais, Rebelle c'est en anglais, et puis... c'est quoi le dernier ? J'ai oublié, bon tant pis. En tout cas, il y a pas mal de trucs en anglais et pas mal de trucs en français. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un équilibre entre les deux. Donc on comprend plutôt bien et ça plaît, on va dire, à tout le monde. Parce que souvent, le public francophone, quand il y a plus d'anglais, ça les énerve un petit peu, quoi. Tu connais pas trop les chansons en anglais, donc forcément, t'es moins dedans, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien avec ce spectacle aussi, c'est qu'ils ont vraiment fait un bon équilibre entre français et anglais, en choisissant bien aussi leur dessin animé. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Les transitions entre les musiques et les chansons. Alors ça c'est peut-être un des seuls points faibles qu'il y a vis-à-vis de ce spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Disney Dreams, pour passer d'une chanson à l'autre, on a une sorte de flou en fait, une sorte d'image noire qui se projette sur le château. Et ensuite on passe à un autre truc. C'est pas foufou, j'aurais préféré un truc genre une petite lumière ou un truc pour mettre une transition. C'est ça le petit point faible que j'ai avec ce spectacle, c'est que les transitions sont vraiment pas folles. Il y a vraiment juste une petite, image noire qui se met pendant une seconde ou deux, et après ça repart. Bon après voilà. Ensuite au niveau des projections de lumière. Alors un petit point faible également avec ce spectacle là, on sait que c'est la première fois qu'ils le font, donc forcément ça peut être plus désagréable à voir maintenant qu'avant. C'est-à-dire par exemple les projections sur les jets d'eau avec Peter Pan et Wendy, je pense que vous allez le voir ou vous l'avez vu avec les extraits que je vous ai passés. Voilà. Il y a quand même des projections d'eau où c'est un peu flou en fait. Peter Pan et Wendy en fait surtout c'est les seuls personnages je pense qui se sont projetés, à part le génie, Réponse, Capitaine Crochet également à la fin avec les méchants. Voilà, il y a quand même pas mal de projections d'eau, mais c'est très très flou en fait. On voit qu'ils n'ont pas eu la place de mettre la lumière sur le château, parce qu'il y avait trop de choses déjà, et ils ont voulu faire un autre système, mais c'est pas foufou quoi, la projection d'eau. Mais ce que j'aime plus avec Disney Dreams que comparé à Disney Illumination, c'est la storyline du coup, comme je l'ai dit, avec Peter Pan. Bon après, le seul truc qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y ait pas Mickey. C'est quand même l'emblème de Disney et il n'y a pas de passage qui mentionne... Si, il y a un passage qui mentionne Mickey, mais c'est vraiment minimal quoi. En fait, on a un passage où l'ombre de Peter Pan fait des ombres chinoises. Vous savez, les trucs avec les ombres. On fait des mouvements avec les mains pour faire un signe avec l'ombre. Et en fait, on le voit faire une tête de Mickey. Bon, c'est plutôt pas mal comme clin d'œil, mais je sais pas, ça manque de quelque chose. Il manquait un petit truc de Mickey en fait. Voilà, donc ça c'est un petit point faible également sur ce spectacle.
Mais sinon, globalement, je l'apprécie grandement. Ça a été un beau spectacle pendant 5 années à Disneyland Paris, donc de 2012 à 2017, comme je l'ai dit. Et voilà, donc moi, j'aime beaucoup ce spectacle et voilà, c'est une belle première. J'adore le final aussi avec la musique, la belle musique. De toute façon, je pense que je vous la ferai écouter dans l'extrait de toute façon. Euh, Ce qui est pas mal avec cette fin là, c'est qu'on a vraiment une globalité de ce qu'on a vu en un seul extrait. C'est-à-dire qu'en fait, on nous passe La Belle et la Bête, Ratatouille, Bossu Notre-Dame, Rebelle, Réponse, tout ce qu'il faut. En fait, tout ce qu'on a vu dans le spectacle, il le repasse avec une transition plutôt pas mal faite. On a aussi des petites mentions à d'autres Pixar ou d'autres films Disney qu'on n'a pas vus dans le spectacle, mais qui sont quand même là, qui existent. On a par exemple Hercule, on voit aussi dans l'extrait Hercule, Toy Story avec Buzz et Woody. On voit aussi Alice au Pays des Merveilles. On voit quelques princesses. Franchement, c'est plutôt stylé, hein. J'aime beaucoup la fin. Bon, je vais pas vous parler des feux d'artifice, ça serait trop long à... Voilà. Mais globalement, il y a énormément de feux d'artifice. L'utilisation du feu, c'est plutôt pas mal. Ouais, franchement, il y a pas grand chose comme point négatif. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est juste les transitions, la projection d'eau, etc. Donc, c'est plus technique en fait, le point faible. Voilà. Et j'apprécie également le fait qu'on a mentionné des méchants. Parce que c'est vrai qu'il y a pas que de la magie aussi dans Disney, il y a aussi des méchants. À mentionner, il n'y a pas que des gentils. Il y a aussi des méchants. Et ce que j'aime bien avec ce passage-là, c'est qu'ils nous ont mis que des méchants, on va dire, plutôt célèbres, iconiques, avec Ursula, Capitaine Crochet, Maléfique. Pas besoin de plus, hein. Franchement, c'est un beau passage. C'est court, mais c'est vraiment bien. J'adore les transitions, l'utilisation du feu avec le dragon maléfique, Ursula avec ses énormes tentacules qui veulent attraper l'ombre de Peter Pan. J'adore aussi la mécanique entre Capitaine Crochet et l'ombre de Peter Pan, où ils se parlent et tout à certains passages. Voilà. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce spectacle, mis à part qu'il est vraiment sublime, pour une première en tout cas. Et donc maintenant, je pense qu'on va parler de Disney Illumination. C'est parti. Voilà, donc maintenant nous allons parler de Disney Illumination. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce spectacle il a été fait pour le 25e anniversaire, donc en 2017, mars 2017. Et il est présenté par Pandora, il me semble. Oui, Pandora. D'ailleurs, il y a une boutique là-bas dans le Walt Disney Studio. Alors déjà, un truc positif par rapport à ce spectacle, c'est que le personnage principal, on va dire, de l'histoire, c'est Mickey. Déjà, c'est un bon point. C'est-à-dire que là, on représente bien l'emblème. Et Mickey qui va découvrir plusieurs univers de Disney. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on voit que le spectacle est quand même mieux au point par rapport à Disney Dreams. Ils ont fait un effort de technique avec les jeux de lumière et tout, les projections. Parce que là, il n'y a plus de projections sur l'eau. Là, c'est uniquement des projections sur le château. Bah, en tout cas, je pense qu'il y a une seule projection sur l'eau. Et il me semble que c'est avec la petite sirène. Mais là, le truc est vraiment mieux adapté par rapport à avant. Donc je pense qu'ils ont dû faire des réglages et tout pour que ça passe mieux. Bon, vis-à-vis des lumières, je n'ai rien d'autre à dire. Franchement, c'est sublime. C'est vraiment très bien. Il n'y a pas de truc qui me dérange.
comparé à Disney Dreams où il y avait des petits problèmes de lumière et de transition et tout. Là, dans Disney Illumination, il n'y a vraiment aucune transition qui me gêne. Bon, mis à part peut-être une, parce que je vais y revenir après, c'est entre deux trucs qui n'ont rien à voir en fait, et c'est un truc qui me gêne vraiment. C'est entre deux films en fait qui n'ont rien à voir et ça me gêne beaucoup. Voilà. Mais sinon en soi, en tant que transition et en jeu de lumière, il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment parfait. Alors, là le seul gros souci que j'ai avec ce spectacle, c'est le manque d'originalité comparé au premier. C'est-à-dire que dans le premier, l'originalité pour moi c'était le choix de dessins animés plutôt moins connus comme Ratatouille, Bossu Notre-Dame. Donc ça faisait plaisir de voir des Disney beaucoup moins connus projetés sur le château. Là on a vraiment un truc vraiment carré net. On n'a pas... je vais pas dire qu'ils ont pas cherché, mais comment dire, ils ont pas voulu aller plus loin en fait. Ils ont voulu vraiment nous claquer les Disney classiques. Hop, voilà, vous profitez, c'est... Voilà. C'est-à-dire qu'on a Le Roi Lion, La Belle et la Bête, on a Pirates des Caraïbes, Star Wars, La Reine des Neiges, et... Attendez, j'en ai peut-être oublié un. Attendez, j'ai peut-être oublié. La Petite Sirène, voilà. Il y avait, donc dans l'ordre, c'est Le Roi Lion, La Petite Sirène. J'allais oublier. Je connais pas le spectacle par cœur, donc je suis désolé, mais je bug un petit peu. Pirates des Caraïbes. Ensuite, c'est La Belle et la Bête, Star Wars, La Reine des Neiges. Ça fait 6. Comparé au Disney Dreams où il y a au moins 7 ou 8 Disney, on va dire. Là, il y en a beaucoup moins. En plus, le Disney Illumination dure moins longtemps que le Disney Dreams. Il dure, je pense, 19 minutes et le Dreams, il dure 21 minutes peut-être. Il y a 2 minutes de moins. Ce que je préfère dans le Disney Dreams comparé au Disney Illumination, c'est que dans le Disney Dreams, on n'a pas la même musique d'intro et la même musique de fin. Comparé au Disney Illumination, on l'a... Oula, pardon, excusez-moi. Où là, on a la même musique pour présenter le spectacle au tout début et la même musique pour terminer le spectacle. Et ça aussi, c'est un petit problème pour moi d'originalité aussi, hein, encore une fois. Voilà. Mis à part que la chanson est vraiment très très bien choisie, franchement elle est super belle, avec les jeux de lumière, Mickey et tout, franchement c'est super beau. Rien à dire, mais je sais pas, ça manque un peu de nouveauté au niveau des musiques. Ensuite, deuxième gros souci, l'équilibre entre les langues françaises et anglaises. Waouh, il y a beaucoup trop d'anglais. Beaucoup trop d'anglais. Je sais que ça peut paraître totalement débile pour vous comme détail, mais pour moi ça compte comme un détail. On est en France, donc forcément certes, faut faire plaisir aux touristes qui parlent français. Qui parlent anglais, excusez-moi. Je suis d'accord avec ça. Mais, pour moi, le français doit quand même passer au moins à 40 ou 50% du spectacle en entier. Là, on a 10 ou 20% de français. Je vous jure. Hein. Genre, au tout début, Le Roi Lion, en anglais. La Petite Sirène, en français. Ok. Déjà, on a un truc en français. Ensuite, on part sur Pirates des Caraïbes. Alors, Pirates des Caraïbes, vu que c'est la musique de base, il n'y a pas énormément de langues. Sauf qu'on entend Jack Sparrow parler en anglais. Donc, c'est de l'anglais. On a La Belle et la Bête, c'est en anglais. Star Wars, il n'y a pas de musique en anglais, on va dire. Donc, voilà. Et La Reine des Neiges est en français. Bon, déjà, heureusement que La Reine des Neiges était... Excusez-moi. Heureusement que La Reine des Neiges était en français, parce que sinon, ça aurait été vraiment n'importe quoi. Voilà. Et la musique d'intro et de fin est en anglais. Voilà. Parce que comparé au Disney Dreams, où on a un passage qui fait mixte anglais-français au tout début, là c'est anglais. Voilà. Pas de français, on met que de l'anglais. Voilà. Donc là, déjà, il y a un mauvais équilibre entre les deux langues. Déjà, je tenais à le souligner. Voilà. Donc, vis-à-vis de les langues, je n'ai rien d'autre à dire. Les transitions. Donc là, je vais parler des transitions. Alors, pour passer de... Oh, j'ai oublié de mentionner un Disney qui était passé, un Pixar, Le Monde de Nemo. Voilà, j'avais oublié de parler du Monde de Nemo, qui est entre La Petite Sirène et Pirates des Caraïbes. Voilà, j'avais oublié de mentionner celui-là. Franchement, c'est plutôt pas mal, Le Monde de Nemo. Il y a...
voilà, un petit passage plutôt sympa avec les méduses, l'anémone avec Marin et Nemo. On a un passage plutôt sympa avec Crush la tortue, Bruce et le requin marteau et l'autre requin, je me rappelle plus comment il s'appelle. Euh, Enclume et je sais plus qui, je me rappelle plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est un passage plutôt sympa, mais un peu trop court selon moi. Ils auraient pu faire un petit peu plus long pour faire un peu plus original. Et voilà. Le seul souci que j'ai avec les transitions, c'est celle entre La Belle et la Bête et Star Wars. Oui, oui, il y a vraiment une transition entre La Belle et la Bête et Star Wars. Parce qu'en soi, les transitions au début étaient plutôt bien. On partait du Roi Lion, ensuite on voit Mickey qui atterrit dans l'eau avec la petite sirène. Ensuite la petite sirène Nemo, c'est toujours dans le monde marin. Nemo, Pirates des Caraïbes, c'est un rapport avec la marine. Ensuite on passe de pirate à La Belle et la Bête. Bon là, ça commence à être un peu bizarre les transitions, parce qu'en gros, on nous a mis à la toute fin de Pirates des Caraïbes, à la fin de la scène de Pirates des Caraïbes, une sorte de tempête de neige qui apparaît comme ça, de nowhere, voilà, de n'importe où, voilà. Elle apparaît comme ça, et là on nous balance La Belle et la Bête. Ok, bon, ça se voit qu'ils n'avaient pas trop d'originalité pour trouver une bonne transition entre les deux. Donc on passe la séquence de La Belle et la Bête. D'ailleurs, je tiens à préciser que la séquence de La Belle et la Bête est celle du film en live action, donc sorti en 2017 du coup. Ce qui est plutôt pas mal, ça a été une bonne idée. Mais ce souci, c'est que ça manque de quelque chose, quoi. Voilà, ça manque de quelque chose. Et du coup, pour revenir à la transition entre La Belle et la Bête et Star Wars. Bon, pour ceux qui connaissent le spectacle, vous savez de quoi je parle. Je parle évidemment des milliers de ballons qui traversent le château de bas en haut, qui fait donc une référence à là-haut en même temps. Voilà. J'avoue que, ouais, quoi. Ils auraient pu trouver mieux en fait, hein. Certes, ça fait une petite référence sympa à là-haut. Ouais, un petit clin d'œil, quoi, on va dire, parce que ça dure 10 secondes. Mais pour moi, il y avait besoin de faire autre chose que ça en fait. Il y avait vraiment question de mieux faire. Parce que franchement, pour trouver une transition, j'avoue que trouver une transition entre La Belle et la Bête et Star Wars, c'est pas facile. C'est vraiment pas simple. Mais je trouve qu'ils auraient pu quand même faire mieux parce qu'en plus, la transition est beaucoup trop longue entre les deux. Genre, on a plein de ballons qui arrivent et on se dit, ah, ça va être une séquence sur là-haut. Ah bah non, en fait, c'est Star Wars. Ok. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ouais, c'est un peu trop long cette transition-là, je la trouve un peu trop longue. Et voilà. Ensuite, pour parler des séquences, j'adore celle de Pirates des Caraïbes. C'est une de mes préférées d'ailleurs dans ce spectacle-là. L'utilisation du feu avec les canons, les passages avec les bateaux qui arrivent en même temps, avec la foudre qui s'abat sur le château. Franchement, c'est super sympa ce spectacle. Cette séquence en tout cas. Cette séquence-là, elle est plutôt pas mal. La séquence de Star Wars, j'aime beaucoup. Mis à part qu'elle soit... je vais pas dire qu'elle est courte parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais voilà, il y a beaucoup de jeux de lumière et c'est plutôt pas mal. Une séquence qui me paraît trop longue et qui a été vraiment utilisée juste pour mentionner la Reine des Neiges, quoi. C'est du coup la séquence de la Reine des Neiges. Pour moi, elle est beaucoup trop longue. Pour moi, vous mettez juste Libéré délivré, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire plus, hein. Après, ils nous en remettent un autre avec le renouveau, avec la scène de Anna qui est glacée avec Hans qui essaye d'abattre Elsa. C'est trop, là, fallait raccourcir le truc. Autant garder la scène de Libéré délivré à la fin et tu mets un autre Disney à la place pour combler un peu le manque de diversité dans le spectacle. Il n'y a pas besoin de faire une séquence d'au moins 8 minutes sur la Reine des Neiges. Ouais, c'est un petit peu... Voilà, c'est ça qui me dérange aussi, c'est que la Reine des Neiges prend beaucoup trop de place dans Disney en lui-même, que ça soit dans le parc ou dans les films ou partout. Pour moi, la Reine des Neiges prend trop de place. Et ça me dérange. Voilà. Parce que je comprends pas pourquoi ce film a eu autant de succès en fait. Pour moi, c'est un Disney comme les autres. Attention, je dis pas que je n'aime pas la Reine des Neiges. J'aime bien l'histoire. Mais avec tout ce qu'il y a eu, tout le buzz, on va dire, sur ce dessin animé, je ne comprends pas pourquoi il a eu autant de succès en fait. Pour moi, c'est une histoire banale en fait, hein. Vraiment, hein. Pour moi, le Roi Lion aurait plus mérité d'avoir ce buzz-là que la Reine des Neiges, hein. Vraiment, hein. Parce que la Reine des Neiges a battu le Roi Lion en termes de buzz, clairement, à sa sortie. Mais franchement, j'aurais préféré que le Roi Lion ait eu ce buzz-là que la Reine des Neiges.
Vraiment. Bon voilà, juste pour dire que la Reine des Neiges, la séquence est beaucoup trop longue dans le Disney Illumination. De toute façon, vous avez dû voir des extraits normalement, ou je vous les passe maintenant si jamais. De toute façon, ça dépend de moi au montage. Hein. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à la conclusion. Donc pour moi, quel est le meilleur spectacle entre les deux? Et d'ailleurs, avant que je vous donne mon avis, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, selon vous, quel est le meilleur spectacle entre les deux. Voilà, donc sur ce, on est parti pour la conclusion. Voilà, donc maintenant, nous allons parler du coup de ma conclusion vis-à-vis de ces deux spectacles. Quel est le meilleur? Quel est celui que j'ai préféré par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y en a un que je ne me lasse pas de voir comparé à l'autre? Alors, pour être totalement transparent, je préfère Disney Dreams. Je préfère le spectacle des 20 ans, donc le tout premier. Tout simplement parce que pour moi, ce qui fait la force, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, pour moi, le vrai point fort de ce spectacle, c'est son originalité et sa diversité en termes de chansons et de Disney. Comparé à Illumination, où là, on nous claque que des classiques et hop, on emballe le truc. Voilà, c'est vraiment ça que j'apprécie moins dans Illumination. Et c'est pour ça que pour moi, Disney Dreams aurait mérité de revenir pour les 30 ans. D'ailleurs, pour moi, je pense qu'au lieu de garder le Disney Illumination des 25 ans pour les 30 ans du parc, ils auraient dû aménager leur lumière, leur jeu de lumière, etc. pour remettre le Disney Dreams. Comme ça rajoute pas de la nouveauté, mais ça rajoute de la nostalgie, on va dire, par rapport à ceux qui ont déjà vu ce spectacle. Si jamais il y en a qui ne l'avaient pas vu, ben, du coup c'était l'occasion de le voir. Franchement, j'aurais vraiment préféré revoir le Disney Dreams que laisser le Illumination de maintenant, quoi. Voilà, très clairement. Donc voilà, ouais, petite déception sur le spectacle choisi, on va dire, pour les 30 ans. J'aurais préféré qu'ils remettent plutôt les 20 ans que de laisser celui des 25 ans. Et voilà. Donc voilà, de toute façon, ce n'est que mon avis. Hein, vous avez le droit d'avoir un avis différent, comme d'habitude. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire pourquoi vous préférez le Disney Dreams ou pourquoi vous préférez le Disney Illumination. Dites-moi ça dans les commentaires, ça me plairait de voir un petit peu vos avis vis-à-vis de ça. Et voilà, tout simplement. Donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve du coup à la prochaine pour de nouvelles vidéos.